Bonsoir, bienvenue à Compte complet. Ici Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Marc, 7 semaines encore avant la fin de la saison régulière, donc moins de 2 mois. Ça se termine à la fin du mois de septembre cette année. Et un petit coup d'œil sur les sujets qu'on va aborder. Sur la question des Indiens de Cleveland, c'est peut-être la meilleure équipe actuellement dans le baseball majeur. Et d'ailleurs, on va se poser la question, est-ce qu'ils sont au même niveau que les deux équipes qu'on voit en tête, les Astros de Houston et les Yankees de New York dans la Ligue américaine? On parlera de Mickey Callaway. En début de saison, on disait qu'il était à quelques heures, on parlait pas de semaines ou de journées, de quelques heures de se faire congédier, et il pourrait être le gérant de l'année dans la Ligue nationale. Sur la question des Blue Jays de Toronto, brièvement, ils ont perdu un autre vétéran au ballottage. Il a changé d'équipe. On va revenir sur les transactions. Oui, il y a des transactions qui se font, mais on va préciser un peu dans quel contexte que cela va se faire. Chris Davis a perdu la carte dans l'abri des Orioles de Baltimore. Est-ce que on avale de travers, Marc, et on gaspille 69 millions du côté des Orioles. Parlant d'argent, les Red Sox de Boston ont de grosses décisions à prendre dans les prochaines semaines. Et on va parler de l'éthique dans le baseball mineur. On ne parle pas de baseball professionnel, mais de baseball mineur là, sur les terrains du Québec. Là. Il y a quelque chose qui te préoccupe, Marc, et dont tu as été témoin. Bon, on commence avec les Indiens de Cleveland. Et regarde, avec les acquisitions qu'on a faites, là, il n'y a pas de trou là, maintenant dans cette équipe-là. Tu regardes les lanceurs partants, même en l'absence de Kluber, de Carrasco, Bauer qui a été échangé. On a un bon personnel de lanceurs partants. En relève, c'est le meilleur rendement de la Ligue américaine, de loin. On s'est ajouté de la profondeur à l'attaque. Écoute, je te parlerai des Astros de Houston, j'aurai à peu près le même discours. Chez les Yankees, il y a peut-être des préoccupations chez les lanceurs partants, mais là, la question, je pense, se pose avec les Indiens de Cleveland. Est-ce qu'on est au même niveau que les deux autres puissances qu'on voit? En fait, je te dirais que si tu regardes statistiquement, c'est à l'attaque qui manque un peu de vie. Là, on a comblé, évidemment, avec Puig. Bon, même si Reyes ne frappe pas du tout depuis qu'il est avec les Indiens. Moi, c'est surtout l'émergence de Ramirez. Là, il s'est mis Son réveil fait en sorte, Alain, que là... Parce que tu regardes au niveau des points marqués, par exemple, on est 10 ou 11e dans la Ligue. Là. On a du rattrapage à faire. Est-ce que c'est jumelé aussi avec l'émergence de Mercado? Bien, écoute, c'est sûr que ça ajoute. T'sais, moi, j'aime beaucoup ce que Mercado fait avec Lindor dans le haut de la formation. Mais ce que Ramirez est en train de faire, Santana connaît une saison remarquable. Il fallait qu'il soit appuyé. Il l'est maintenant par Ramirez. Puig vient ajouter à ça, sans être le meilleur frappeur de tous les temps. C'est un gars qui apporte une dimension de puissance. Et à un moment donné, Reyes va finir par se réveiller, là, parce qu'il n'a vraiment pas fait grand-chose. Alors, si tout ça entre en ligne au niveau de l'attaque, Alain, je vais répondre oui à ta question. Parce que lorsque tu es arrivé avec les statistiques sur la relève, on dit, écoute, c'est la meilleure relève du baseball. C'est pas des farces, présentement, celle des Indiens. Alors, tu sais, et tu regardes, tu as parlé des lanceurs partants. Moi, j'aime beaucoup Clevenger, j'aime ce que Bieber fait. Il y a des choses bien intéressantes là-dedans. Alors, si Ramirez continue à frapper, si Lindor joue comme il joue présentement, et il y a un réveil de Reyes avec tout ça, on est obligé de répondre oui avec le rendement qu'ils nous offrent depuis un bon bout de temps. Là. Écoute, ils ont rattrapé les Twins, Alain. Je pensais que ça pouvait se faire, mais jamais aussitôt que ça. 11 matchs et demi d'écart entre les deux équipes au début du mois de juin. Ça a pris 2 mois avant qu'on comble cet écart-là. Ça veut dire qu'on a pris plus qu'un match par semaine. C'est énorme. C'est énorme, Alain. C'est énorme. Puis les Twins jouent pas si mal que ça là, pour que les Indiens puissent les rejoindre. En relève, on a la difficulté. Non, je comprends, mais globalement, c'est pas un désastre qui se passe. C'est pas écroulé totalement du côté des Twins. Ça va moins bien, mais c'est pas... alors, c'est tout en l'honneur de Terry Francona et évidemment de cette attaque qui se réveille. Et, parce qu'au Monticule, présentement, c'est une équipe qui est parmi les meilleures de tout le baseball. Oui. Parlant d'équipes qui vont bien dans la nationale, les Mets de New York, qui est là, Mickey Callaway est en train de se faire beaucoup d'amis. Je ne sais pas quelle part du crédit lui revient parce que, écoute, les journaux de New York étaient tapissés d'articles sur Mickey Callaway. Il y a eu des controverses l'entourant. Écoute, son départ était presque annoncé pour le lendemain dans les journaux de New York. Puis là, ben, tu regardes les Mets, en ce moment, je ne parierai pas contre eux autres pour une place dans les séries. Les partants vont bien, on frappe. On n'attrape pas très bien la balle, mais on a au moins 2 des 3 aspects du jeu et c'est peut-être les 2 plus importants où on fonctionne bien. Callaway, c'est quoi sa part de responsabilité là-dedans? À quelque part, il fait un travail et je pense que sa façon de communiquer peut-être avec les gars, c'est ça qui s'est mis du temps un peu avec Callaway. Tu
sais, il arrive avec un paquet de vétérans. Là, on avait ajouté Cano cette année. Tu sais, on n'ajoutait pas des joueurs, entre guillemets, faciles à gérer là, pour lui. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Ça reste compliqué, les Mets. Hein? On va s'entendre, Alain, ça reste compliqué. Mais je pense qu'il faut lui donner quand même pas mal de crédit pour ce qui arrive, d'avoir réussi à avoir un Pete Alonso qui, lui, garde son focus, d'avoir les vétérans de son côté. Un gérant doit avoir les vétérans de son côté, Alain. Peu importe ce qui se passe. Bien, Marc, c'est ce qu'on lui reprochait dans les journaux. Deux choses. Un, d'être trop près de ses joueurs, de ne pas être capable de leur botter le derrière quand c'était le temps. Et on sait à qui on faisait référence. On faisait référence à Robinson Cano et à son, en guillemets, manque d'effort. Toi, tu ne mettras pas de guillemets, là. Je suis convaincu de ça. Non. Dans le temps de Robinson Cano. C'est ce qu'on lui reprochait foncièrement, d'être trop proche de ses joueurs et de ne pas être capable de sortir le bâton quand c'était le temps. Mais tu sais, Alain, peut-être que ces reproches-là ont fait en sorte qu'on a lavé un peu notre linge sale en famille, puis on s'est dit, OK, regardez. Parce que, regarde, tu gères les Mets de New York. Il entend tout ce qui se passe autour. Il sait là, que les journaux veulent sa peau, à peu près, ou les journalistes. Mais peut-être que ça a réglé des choses. Peut-être que les conflits que les journalistes créent, entre guillemets, là, à travers tout ça, peut-être c'est un réveil de dire, hey, les gars, parce que, tu sais, des gars comme Syndergaard non plus, c'est pas facile à gérer. Hein? Il y a des égos qui sont quand même importants. Mais si on gagne. Comme Fraser qui vient du coin et qui prend de la place. Ce que je veux dire, Alain, c'est que si tu gagnes, on a réglé des choses. Parce que si les Mets ne gagnent pas ou ne gagnent pas plus, c'est clair qu'il y a un conflit. C'est la pagaille, là. Mais là, à force de gagner, et puis donc, je pense qu'il faut lui donner une part de responsabilité. Il n'a pas toutes les responsabilités. Je pense qu'il y a le réveil de certains joueurs, surtout que les lanceurs partants vont beaucoup mieux. Là, tu as un Marcus Stroman qui arrive, il est très, très énergique autour de l'abri. Bon, alors je pense que il faut donner quand même à Callaway ce qui lui revient, et c'est qu'il a su, malgré tout, traverser cette tempête-là et de faire en sorte que là, on a une équipe qui lutte pour une place en série très sérieusement. Alors, chapeau, moi, je pense que... je suis convaincu que cette tempête, justement, médiatique, a peut-être arrangé les choses. Puis on s'est peut-être rencontrés, tout le monde, ou peut-être un à un, pour dire, hey, écoutez, les boys, là, regarde, on est ensemble là-dedans, puis let's go. Parce qu'il est très apprécié de ses joueurs. Oui, justement, c'est pas un criard, c'est pas un gars qui va aller... Bon, mais à un moment donné, bien, ça a pris peut-être un petit bout de temps, mais le respect s'est gagné. Et là, je pense qu'il y a une relation qui est fort efficace. Par contre, c'est à New York, c'est sur les Mets, ça peut changer rapidement. Mais là, je pense qu'on est dans une... on est dans une très, très bonne séquence. Et là, il faut juste garder cette recette présentement du côté des Mets. Ça va être difficile de ne pas continuer de gagner avec la rotation des partants qu'on s'est forgé. C'est peut-être la meilleure de la Ligue nationale en ce moment. Ça fait longtemps, Alain, qu'on parle de la rotation des Mets, puis qu'on dit que si ces gars-là jouent à la hauteur de leur talent, si les Mets vont toujours être dans la course... c'est ce qu'on vient de voir. Exactement. C'est exactement. Alors peut-être... Puis là, tu veux pas être celui qui déçoit ou qui ralentit tout le monde. Alors, là, tout le monde se motive entre eux pour avoir les meilleures prestations possibles. Ça donne des résultats incroyables. Jumelé avec l'attaque qu'on avait en début de saison, on l'avait dit, cette attaque-là, si on avait dit en début de saison qu'on était pour produire de la sorte, on n'aurait pas été surpris de voir les Mets au premier rang là, de la section S. Malgré tous les problèmes en relais, Diaz qui était... Imagine-toi si Diaz était aussi efficace qu'il l'était avec les Mariners. Je veux dire, les Mets seraient peut-être en première place aujourd'hui. Alors, il y a une bonne équipe. Et si les vétérans embarquent dans tout ça, c'est sûr que des joueurs comme Alonso, Davis, les plus jeunes, là, eux autres aussi vont embarquer dans cette affaire-là. Alors, intéressant ce qui se passe. Mais en passant, Robinson Cano ne joue pas, il est blessé. Puis on gagne. Oui, et s'il vous plaît, vous êtes capable de capter la balle et faire les jeux de routine, on serait déjà très contents chez les Mets de New York. Il faut focusser sur les forces, Alain. La défense n'est pas une force. Ça me fait penser en 2015, alors qu'on avait affronté les Royals. La défense, Daniel Murphy au deuxième... Ça avait joué des tours aux Mets. Ça avait joué des petits tours aux Mets de New York. Les Blue Jays de Toronto, Marc, c'était une bonne semaine et tu lis à travers le baseball majeur, là, et là on voit venir les Mets, les Blue Jays. Ces jeunes-là sont en train de prendre confiance rapidement. Sauf qu'il y a un vétéran de moins au sein de l'équipe. Freddy Galvis a quitté au balotage. Avant de parler des Blue Jays et de Galvis, comment ça se fait qu'il y a des joueurs qui changent d'équipe? Parce qu'il y a encore des transactions, mais dans le cas de Galvis... C'est pas des transactions. En fait, il y a des transactions... Il faut faire attention les mots qu'on utilise. Il y a des transactions, effectivement, Alain,
mais seulement au niveau des joueurs qui ne sont pas sur la liste des 40. Donc, qu'on ne verra pas tout de suite au baseball majeur. Alors, on peut avoir une transaction, puis il y en a eu d'ailleurs, là, on peut avoir une transaction entre les Yankees et les Reds, deux joueurs de niveau 3 qui ne sont pas sur les 40 joueurs qui peuvent changer. Bon. Mais que les Yankees, il y en a un qu'ils ont déjà rappelé, par contre. Bon. Un lanceur, mais il y a un programme double en Mais il début de n'était pas semaine. sur la liste des 40. La liste des 40 fait foi de tout dans ça. Exact. Et l'autre, c'est qu'à l'époque, avant le 31 août, on pouvait placer un joueur au ballottage. Oui. Et là, s'il y avait des équipes qui se montraient... En fait, s'il y a une équipe qui se montrait intéressée, on avait le droit de le retirer. Et là, on négociait avec cette équipe pour une entente. La nouvelle réglementation est que la date limite est au 31. Alors, depuis, si on place un joueur au ballottage, on ne peut plus le retirer. Exact. Tu le perds carrément, pur et simple comme ça. Et du côté des Blue Jays, on a trouvé que le marché était très mou. C'est l'expression qu'on a utilisée, très mou. Vis-à-vis Freddie Galvis. Est-ce qu'on était trop gourmand? Bien, là, c'est la question que je me pose aussi. Est-ce qu'on était trop gourmand? Par contre, compte tenu des autres transactions des Blue Jays, je me dis, on n'a pas été très gourmand dans les autres transactions. Alors, est-ce que le marché était vraiment très ordinaire pour Galvis? Parce que c'est quand même un autre joueur, vétéran, qui avait un rendement correct, là, sans plus, mais qu'on perd pour absolument rien. En fait, on sauve 2 millions. On va dire ça de même, là, c'est qu'on sauve 2 millions en salaire parce qu'évidemment, les Reds récupèrent le salaire de Freddie Galvis. Mais c'est un autre joueur qu'on perd aussi où un gars comme Biggio et Bichette vont grandir sans avoir, selon moi, tu sais, je me répète, là, mais sans avoir un joueur vétéran autour d'eux qui peuvent leur monter le droit chemin. Ils vont être bons, les gars. Ils sont déjà bons. Mais la progression pourrait être plus rapide s'ils sont entourés de vétérans. On ne semble pas du tout aller de ce côté-là, du côté des Jays. C'est tout jeune. On s'en va avec ça et on espère que la vingtaine de lanceurs qu'on a récupérés à gauche, ici, à droite, il y en a au moins un ou deux qui va finalement pousser puis va donner des résultats. Et nos leaders sont parmi de ces jeunes-là. Je pense que Biggio, moi, s'élève déjà parmi, je te dirais, le... Bien, je trouve que si lui, il a toute une tête. Juste le voir jouer, Alain, c'est un gars qui observe, c'est un gars qui moi, me surprend beaucoup. Oui, ce que Bichette fait est extraordinaire. Guerrero, ce qu'il fait, sa présence contre Chapman. Il y a des choses... Vlad est extraordinaire. Talent, pas de problème. Mais Biggio a vraiment, je pense, le gars qui a un sens du jeu, le sens du baseball peut-être extrêmement développé, qui va peut-être lui permettre de prendre un peu plus de maturité rapidement. Oui. Ça, juste pour terminer avec les Blue Jays, moi, ce qui m'étonne, j'avais parlé des Red Sox de Boston dans le cas de Galvis. On n'a personne pour jouer au deuxième but. Je veux dire, tu peux mettre Chavez, mais Chavez, c'est pas un joueur de la liste des but. blessés. Chavez a été placé En plus, en début de semaine, et même avant ça, Marc, on parlait, il n'y a personne pour... Il n'y a pas de vrai deuxième but actuellement. Écoute, les propos de Dombrowski étaient assez clairs. On ne bougera pas. Alors, ça inclut, de toute évidence, même le marché du ballottage, parce que Galvis aurait pu... Bon, parce qu'on a... évidemment, les Reds ont choisi avant les Red Sox. Est-ce que s'il avait été disponible, est-ce que les Red Sox auraient sauté dessus? On ne le saura jamais. Mais même le joueur du côté des Red Sox qu'on était chercher avant la date limite des transactions, Cashner, moyenne de 8 en passant depuis là. Eh bien, on vient de confirmer qu'il sera en relève à partir de maintenant parce qu'il n'est plus partant. Alors, les Red Sox, c'est un autre dossier. Bon. On va y revenir dans quelques instants aux Red Sox de Boston. On va parler des Orioles de Baltimore. Marc, je les regardais jouer en fin de semaine. Bon, ils ont gagné contre les Astros de Houston, mais défaite de 23-2, là. C'est une des pires équipes que j'ai vues des récentes années, là, Marc. Et des récentes, je ne serais pas gêné de dire des 15 dernières années. Je me souviens des Tigers là, qui perdaient 3 matchs sur 4 là, avec Alan Trammell. Mais c'est pathétique ce qui se passe. Et là, bon, on en a peut-être remis avec ce qui est arrivé avec Chris Davis dans l'abri avec son gérant. Le couvercle est en train de sauter, là, je pense, chez les Orioles de Baltimore. Là. C'est un gérant de première année, un Chris Davis qui ne frappe plus. On est pris avec pour encore 3 ans avec 23 millions de dollars par année. Écoute, est-ce qu'on avale ces 70 millions-là à travers la gorge, puis on se dit, bon, ben regarde, on paiera, puis tant pis pour le reste? Écoute, Alain, je ne voudrais pas être dans les souliers des gens responsables du baseball présentement du côté des Orioles de Baltimore. Écoute, c'est une équipe... on a accordé un nombre de circuits épouvantable depuis le... On bat tous les records, mais pas dans le bon sens, là, du côté des Orioles de Baltimore. On savait, lorsqu'il avait signé son contrat, Alain, qu'on allait être pris avec. On le savait. Je ne peux pas croire qu'on ne pouvait pas s'en l'anticiper. Alors, il reste 69 millions. Est-ce qu'on est capable d'avaler ça, compte tenu du fait que
On est où, là? On est en reconstruction, on ne le sait même pas trop là-dedans. C'est pas nécessairement une organisation qui est remplie de joueurs d'avenir. C'est même assez faible à ce niveau-là. Ça va être long et pénible. Et est-ce qu'on est en mesure, à ce moment-là, est-ce qu'on se dit, bien, regarde, on l'a, on le paye, on va le faire? Parce que c'est pas un mauvais gars, là. Les joueurs qui sont autour, je parle beaucoup de vétérans chez les Blue Jays. Du côté des peut-être qu'on va l'utiliser. Mais là, si tu... Excuse-moi l'expression, mais tu te pognes avec ton gérant... C'est des choses qui arrivent dans une saison frustrante, mais, tu sais, devant les caméras, devant tout le monde... ça te fait pas une belle jambe dans une saison qui est déjà plus croche. Remarque qu'on peut se dire, OK, regarde, il est arrivé ça, on va se parler un petit peu plus, on va essayer de se comprendre un petit peu plus. Donc, moi, j'essaie toujours de regarder le bon côté des choses à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'Alain, présentement, il y a des très bons joueurs, de jeunes joueurs, mais on ne sent pas, là, tu sais, parmi je sais pas, le groupe de 25 joueurs que cette équipe-là va lutter avec les Red Sox, les Yankees, même les Jays et évidemment les Rays. Alors, on est dans le trouble. On est dans le trouble, là, du côté de Baltimore. C'est de valeur parce que c'est un magnifique stade. On a eu de très, très belles années. Mais là, on n'a pas préparé la transition. Et là, on va en payer le prix quelques années. Ça va coûter cher. Bon, on reste dans la même section. Vous avez dit qu'on viendrait avec les Red Sox de Boston. Marc, il faut déjà, je pense, penser à l'entre-saison. Je parle pas de la saison, même pas 2020, mais Dave Dombrowski a de l'ouvrage parce qu'on a fait le calcul. Il y a déjà pas mal d'argent qui sont prévus pour des joueurs qui sont sur place. Il y a des joueurs qui vont voir leur salaire augmenter de façon importante. Est-ce qu'il y a de la place pour Mookie Betts dans tout ça? Et on a fait le calcul, là, qu'il va falloir faire du délestage à un moment donné. Mais qui? Ça, c'est un gros, gros problème. Ben oui, parce qu'on paye... non, écoute... C'est quoi, c'est 150 quelques millions? 157 millions, pour être précis, parce que ça inclut tout le monde, là, parce qu'on paye encore pour des Sandoval et compagnie. Là. Ça va jusque-là. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que Sale et Price, qui sont tes joueurs parmi les plus élevés, bon, on ose croire qu'ils vont rebondir, Alain, mais évidemment, tu vas les garder. Tu ne te débarrasseras pas. Il faut trouver un moyen de se débarrasser. On souhaite quasiment que Pedroia prenne sa retraite. Alain, on va sauver 13 millions là. On a regardé, il y a peut-être un 22, 25 millions que si, bon, je viens de dire dans le cas de Pedroia qui prend sa retraite, il y a d'autres dossiers qui pourraient se régler, qui pourraient libérer. Mais on a la plus haute masse salariale, Alain. Et là, le 157 millions, là, ça n'inclut pas un paquet de joueurs qui sont admissibles à l'arbitrage. Benintendi, lui, va gagner pas mal plus l'année passée. On est un petit peu dans le trouble. Financièrement, on n'est pas dans le trouble financièrement. C'est juste que ça va coûter cher pour avoir à peu près la même équipe, encore une fois. Mais là, est-ce que Mookie Betts, bon, il va coûter combien? Alors, si tu ajoutes 30 millions, parce que si tu regardes le marché, Alain, il va être pas loin de ça. Là, ça va commencer, on va dépasser sérieusement là, les limites là, du raisonnable. Il pourrait devenir joueur autonome. C'est sa dernière année avant l'autonomie, l'année 2020. Et ce que j'ai lu, Marc, c'est que peut-être qu'on se croise les doigts que J.D. Martinez exerce une option à son contrat, laquelle, c'est qu'il pourrait redevenir joueur autonome après la saison 2019. Mais pariez pas là-dessus. Ben non, pariez pas là-dessus. Ça fait combien de fois qu'on répète, Marc, les joueurs de puissance, les frappeurs de puissance qui n'ont pas de position, le marché n'est pas en leur faveur. Sauf pour les frappeurs d'élite, comme J.D. Martinez l'était jusqu'à l'an passé. C'est pas un mauvais rendement cette année, mais je doute beaucoup que s'il revenait sur le marché, qu'il aurait le même montant d'argent. Bien, c'est pour ça qu'il a... Lui... c'est ce que je pense aussi. Lui, l'option, c'est qu'il dit, moi, je retourne. Là. Ben oui. Absolument. Alors, non, on est pris, là. On est pris du côté des Red Sox. Ça sera à Dombrowski de démêler tout ça, Alain. Mais le seul délestage, c'est Porcello. Oui. Qui devient joueur exactement, et qu'on ne ramènera pas là, ben non, pour justement donner cet argent-là à Mookie Betts. Alors, on a des gros devoirs à faire, Alain, et ça va dépendre. En passant, Rusney Castillo va faire à peu près 12 000, entre 12,5 et 13 millions. Il compte là-dedans. Il compte, ben oui, parce que c'est un salaire présentement, parce que ça a été un contrat signé des Ligues majeures. Alors, puis lui, ben, son contrat était blindé que s'il était retourné dans les mineurs, il faisait ce salaire-là. Donc, il fait partie du fameux 157 millions. Tu comprends? Donc, si jamais, bon, on peut pas se débarrasser, il n'y a personne qui va prendre Rusney Castillo à ce prix-là parce qu'il n'est même pas dans le baseball majeur. Fait que c'est des décisions financières qui s'accumulent.
au fil du temps. Il y a d'autres. Écoute, les Yankees de New York, il y a Jacob Ellsbury, il y a des choses comme ça. Donc, toutes les équipes en a. ont. Mais dans le cas des Red Sox, le contenu de ce qui s'en vient, parce que le Bogart s'était signé à long terme. Oui. Donc. Devers, éventuellement, va coûter cher. Alors, tu parles de joueurs. Devers c'est sa 3e année. Donc, lui, on va le renouveler automatiquement. Eduardo Rodriguez, on ne doit pas être très loin. Là, il mène l'équipe pour le nombre de victoires. Alors, on va assurément, là, on va se situer encore mais on va être l'équipe qui va avoir la plus haute masse salariale. Et là, tu espères un retour de Chris Sale et de David Price. Je sais qu'on se posait la question, est-ce que Betts serait sacrifié? Mais moi, je me demande si c'est pas Benintendi qui sera le joueur sacrifié éventuellement. Là. Parce qu'il faut que tu fasses du délestage. Tu n'as pas le choix. Entre les deux, tu gardes Betts. Ça me semble évident. Là. Benintendi n'a pas la même saison que l'année précédente, mais c'est un bon athlète. Mais Benintendi, est-ce qu'il est... là, il faudrait que je vérifie, Alain, mais je ne suis pas certain. Je pense qu'il est encore... non, pour encore, il est arrivé... Non, mais je veux dire, il n'est pas admissible encore à l'arbitrage. Je pense que c'est l'année prochaine qu'il va être admissible à l'arbitrage. C'est à surveiller, en tout cas. C'est à surveiller. Mais ça va coûter cher, peu importe de quel côté tu regardes ça, ça va coûter cher et il y a des décisions sérieuses qui vont être prises, là. Oui, M. Dombrowski, vous avez du boulot à faire. Marc, je veux qu'on parle sur le plan plus local. C'est une tribune pour le faire. On parle de baseball. On parle beaucoup de développement. Tu es impliqué dans le développement au Québec. Et s'il y a de plus en plus de joueurs au Québec qui jouent à la balle, c'est en raison des programmes qui ont été instaurés par Baseball Québec. Tu as fait partie de ça. Tu fais partie du conseil d'administration, je pense, de Baseball Québec. Ouais. Tu as été témoin d'un événement qui t'a secoué sérieusement. Et... écoute, ça revient à la responsabilité des entraîneurs dans le baseball mineur. On lève notre chapeau envers ces gars-là qui permettent aux jeunes de jouer et permettent aux jeunes d'exceller. Il y en a de plus en plus. Sauf que, malheureusement, il y a quelques gestes et quelques comportements sur lesquels tu voudrais t'arrêter, sur lesquels tu voudrais pas arriver. C'est-à-dire, Alain, premièrement, il y a pas mal plus de belles histoires que de moins bonnes. Oui. Mais on ne parle pas des belles histoires. C'est-à-dire que, on est content, chaque association, chaque équipe, tout le monde est content, des parents bénévoles, des instructeurs bénévoles qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont un comportement exemplaire, qui rendent la saison d'été, évidemment, ou de baseball, que ce soit n'importe quel sport, peu importe, là, mais qui rendent ça le fun pour les 11, 12, 13 petits-enfants qu'on a autour de nous autres. Mais il y en a d'autres où c'est plus difficile. Et j'ai été témoin d'une scène lors des derniers jours. Et là, je parle d'une catégorie moustique. Là, pour vous situer, le moustique... Et ça t'a secoué, Marc? La catégorie moustique, c'est du 9-10 ans, là, ou 10-11. Tu peux avoir 9 et 11 ans, là, dépendamment où tu es... dans l'année où tu es né. Et là, je vois des adultes se comporter, mais Alain, de façon inexcusable. Puis là, c'est envers un arbitre qui était heureusement un arbitre adulte, là, mais ça n'a pas rapport. Là, je veux dire, tu ne te comportes pas de cette façon-là avec... Tu sais, ça sacre, ça crie, ça fait des insultes. Puis là, tu as 11 petits jeunes d'un bord, 11 de l'autre. Donc, tu as 22 enfants qui regardent cette scène-là, puis qui est incroyable. Et même moi, qui est de l'autre côté, je suis abasourdi de voir ça. Donc, il faut faire attention. Tu sais, je veux dire, oui, il y a l'implication. Oui, on peut être dédié au baseball, ça peut être notre sport, puis on veut, mais il y a une limite, Alain. Tu peux juste pas dépasser une certaine limite de l'insulte. Écoute, toute personne qui voit ça peut pas rester indifférent face à ça. Et là... Tu sais, les instructeurs ont une responsabilité. Quand tu t'impliques, implique-toi pour les bonnes raisons. Tu veux montrer aux jeunes à jouer, tu veux leur permettre d'avoir du plaisir. Puis c'est important de le faire. C'est ça. Mais de gagner à tout prix dans le moustique, puis d'insulter les arbitres à tout prix, il faut à un moment donné arrêter ça. Là. Puis, tu sais, on est tous pris dans le feu de l'action, Alain. Est-ce que tu n'es pas un modèle aussi quand tu es instructeur de ces jeunes-là? Ces jeunes-là te regardent avec... Écoute, Alain, combien de fois je t'ai déjà mentionné, puis lorsqu'on parlait des années de Frank Robinson, puis je te disais, ça joue comme c'est mené. Ça joue comme c'est mené. Puis ça, c'est dans la vraie vie. Là, quand en haut, pas différent. Quand c'est tout croche en haut, bien, habituellement, ça va être tout croche en bas. Puis quand c'est bien mené en haut, bien, habituellement, il y a une certaine discipline. L'instructeur en chef ou l'instructeur ou les instructeurs
vont faire en sorte que tu vas connaître une belle ou une moins belle saison. Je parle même pas de victoire-défaite. Là. Je parle simplement, est-ce que tu as du plaisir à venir au parc? Est-ce que ton instructeur a le sourire quand tu arrives? Est-ce que tu as du plaisir? Hey, ça se peut que des fois, il soit fâché parce qu'à un moment donné, bon, on a besoin d'un réveil. Ça, c'est normal, ça fait partie du sport. Puis, mais à quelque part, il faut que les enfants aient le goût d'aller jouer, aient le goût de pratiquer leur sport favori. Si tu leur enlèves ça avec... Écoute, j'ai même des petits joueurs de l'autre équipe qui sont venus s'excuser. On s'excuse pour... Ils ont 10 ans, Alain. Tu viens t'excuser. Fait que c'est pas la seule, là, parce que, bon, étant une personne dans le baseball que les gens connaissent, je reçois énormément de commentaires ici et là de choses et j'en entends trop. J'entends trop d'histoires d'horreur, Écoutez, c'est pas des farces, là. Il y a des règlements. Les arbitres ont des règlements encore plus suivis sur les suspensions des entraîneurs. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu remplis des formulaires d'après-match, puis tu as des espaces énormes pour, OK, qui a été chassé du match, pourquoi, les suspensions. Tu sais, ça ne devrait même pas exister, à la limite, ces affaires-là. On devrait même pas... Tu sais, on ne devrait même pas parler aux arbitres. Puis souvent, c'est des arbitres de 14, 15... Là, heureusement, que dans ce cas-ci, c'est un adulte, mais j'en ai vu où ce n'était pas des adultes. Et là, c'est la faute de l'entraîneur. Puis là, les entraîneurs qui disent « on a perdu à cause de l'arbitre », qu'est-ce que le jeune pense, lui, après ça? Alors, puis tu as le comportement des parents, eux autres, qui regardent ça, puis qui... Bien, si l'instructeur crie après l'arbitre, bien, écoute, ça nous donne le droit de crier après l'arbitre, nous autres aussi. Tu comprends? Alors, ça a un effet d'enchaînement. Mais tandis que si l'entraîneur... Écoute, on parle pas aux arbitres, puis tu peux faire une rencontre en début de saison puis dire aux parents, regardez, on parle pas aux arbitres, OK? On s'occupe de nos jeunes. Il y en a qui sont moins bons, des officiels, parce qu'ils commencent. Il y en a que c'est plus dur, puis ils ont peut-être eu une mauvaise journée, puis c'est plate, puis la troisième prise, c'était pas une prise. Je le sais que c'est plate. Mais sur le long terme, est-ce que ça va empêcher le développement du jeune? Alors, je pense qu'il faut faire attention, puis il y a de plus en plus, Alain, il y a des formations d'entraîneurs. Puis ce que je trouve plate, c'est que souvent, ces entraîneurs-là, qui ont un comportement vraiment ordinaire, bien, ils ne se présentent pas dans les conventions d'entraîneurs. Non, ils sont trop bons pour ça. Moi, je connais assez ça. Mais quand tu vas dans les conventions d'entraîneurs où tu as où il faut que tu suives aussi des formations obligatoires, mais vas-y, fais-le, écoute, vois ce qui se passe autour. Mais ma foi, ne comportez-vous pas comme des gens... Ça ne devrait pas être obligatoire, mais... Bien, c'est obligatoire, absolument. Mais sauf que, bon... Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est important que les adultes se comportent comme il se doit, parce qu'on est regardé, les jeunes, ils nous regardent de haut, puis notre comportement est directement lié à leur comportement. Il faut être conscient du niveau de responsabilité qu'on a à partir du moment où on a des jeunes sur notre main, là. Mais Alain, tu fais ça en plein milieu d'un parc où il y a 22 jeunes, il y a à peu près 50, 60 parents autour des gens, puis là, tu cries, puis tu sacs, puis tu passes vraiment pour une personne un peu dérangée. Puis je trouve ça difficile de voir ça. Je trouve ça inacceptable. Puis je suis convaincu que l'association dans laquelle je parle comprend, puis va éventuellement, j'imagine, sanctionner. Mais pourquoi être obligé d'aller jusque-là? C'est ça que... Donc, on a besoin de bons bénévoles, absolument, des gens qui sont passionnés dans les sports, dans ce cas-ci, dans le baseball, puis on a besoin de ces gens-là, mais on n'a pas besoin de gens qui se comportent de cette façon-là sur des terrains de baseball. Oui. Bon, Marc, là-dessus, ça met un terme à compte complet pour cette semaine. Il en reste 6 autres avant la fin de la saison régulière, avant le début des séries éliminatoires. Compte tenu des équipes impliquées dans la course aux séries, il va y avoir des bonnes séries jusqu'à la fin de la saison. Nous, on va se donner rendez-vous mercredi et cette série ne fera pas exception. On va voir les Cubs de Chicago contre les Phillies de Philadelphie. Ce sera compté de 19h. Les Cubs qui se battent à la fois pour une place dans les séries, oui, mais aussi pour le sommet de la section centrale, alors que les Phillies sont encore positionnés pour se rendre en série d'après-saison malgré leurs nombreux problèmes. Donc, 19h mercredi à RDS. Voilà ce qui met un terme à compte complet. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.